Oui, le Dragon Rapide, d'abord, comment on l'a trouvé, c'était un jour Jean-Pierre Lafille qui écumait un peu tous les aéroclubs pour trouver les avions en état d'épave. Et il avait donc récupéré cet avion à Nantes. Il était en mauvais état et il n'avait pas volé depuis un certain temps. C'était des avions qui servaient un peu à faire du parachutage. Et puis, bon, arrivé à un moment donné. Donc, il avait acheté cet avion. Et puis, bon, on dit on va aller le chercher. Si tu l'as acheté, on va aller le chercher. Donc, on était dans cette période de laissez-passer exceptionnel. Donc, Georges Salis, Jean-Pierre Lafille, on voulait ramener un avion de 1937. Et on était parti chercher un laissez-passer pour faire ce vol de convoyage, et nous voilà arrivés avec un document qui était signé du ministre des Transports, un peu comme des Rambo, qu'on a tout permis, puisqu'on est parrainé par le ministre des Transports. Et on arrive là-bas, on voit le Dragon, on le dépoussière, on fait un petit peu ce qu'il fait, le commandant d'aérodrome arrive, et puis il nous dit « Ah, qu'est-ce que vous faites ?» On dit « On prépare l'avion pour les... » Mais jamais je vous laisserai décoller avec cet avion. Il est arrêté là depuis 8 ans, je ne vous laisserai pas partir avec. Ah bon, très bien, de toute façon on est là, on va continuer notre boulot. Et puis on a tellement continué notre boulot, il est arrivé midi et demi, il est parti avec sa voiture, on a vu il descend dedans, on s'est barré avec l'avion. On n'a jamais entendu parler du commandant. Et on est revenu avec cet avion qui est un bel avion et qui effectivement avait besoin de faire quelques travaux, mais on avait un niveau de connaissance quand même pour savoir si on pouvait partir avec. Ce n'était pas un commandant d'aérodrome qui avait la qualification appropriée pour juger si l'avion pouvait le faire ou pas. D'ailleurs, ça a très bien marché puisqu'il est arrivé jusqu'au terrain ici. Et on a restauré cet avion. Et puis un jour, il y a eu une course Paris-New York qui a été proposée par la CITA, les cigarettes, et qui a dit, nous on veut lancer un nouveau paquet de cigarettes qui s'appelle la Bluet. Et si vous voulez, avec cet avion-là, on le peint à nos couleurs et on vous sponsorise pour faire la course Paris-New York. Chose dit, chose faite, ça tombait bien, parce que cet avion était de 1937. J'étais né en 1937 et j'avais un copain qui s'appelait Pierre Dac qui était né en 1937. Donc moi, j'étais plutôt le mécanicien. Lui était plutôt le navigant parce que c'était un pilote de ligne qui connaissait bien l'Atlantique. Et en s'associant à tous les deux, on a fait restaurer cet avion avec l'argent de la CITA. Et on a fait la course Paris-New York avec un avion qui volait à 102, 180 km/h et qui volait bien à 3000 mètres, mais pas beaucoup plus. Et on est parti dans une course. Alors une course, c'est pas comme un raid. Un raid, ça se prépare, on choisit sa date, le temps, la météo, et tout ce qui s'ensuit. Nous, c'était une course, donc il fallait aller au Bourget, fallait remplir d'essence pour mettre un maximum dedans, ce qui nous permettait de faire 1400 km. Et puis il fallait trouver une étape tous les 1400 km en passant par le Grand Nord. Enfin, toujours est-il qu'on est parti avec tout le monde. On ne pouvait pas essayer l'avion avant parce qu'on avait un laissez-passer encore pour la course, mais juste pour faire le voyage, la tentative de voyage, mais pas pour faire des essais, de savoir avec les charges, etc. dedans si ça marchait. Donc on est parti comme ça, puis on s'est dit de toute façon, on fait l'Angleterre, on verra bien, et puis si ça marche, on continuera. Et puis on s'est posé à Southampton. Hein. Ensuite, on a traversé, on a été à Reykjavik. Et puis là, on a commencé à s'habituer. Il y a beaucoup d'eau quand même, il y a beaucoup d'eau. Et puis plus on montait, plus il faisait froid. Mais aussi, plus on avait confiance à l'avion, puisque ça marchait, pourquoi que ça ne continuerait pas. Enfin, on a fait Narsarsuaq, le Groenland, et là, entre Reykjavik et Narsarsuaq, on était quand même dans le Grand Nord, et puis ça commençait à être un peu éprouvant, parce que d'abord, il fait presque jour tout le temps, mais
on était dans le nimbostratus. Hein, et on ne commençait pas à voir beaucoup la mer. Et c'est quand même éprouvant à un moment donné, toujours voler dans les nuages. Enfin, tout marchait très bien, tout marchait très bien. On est arrivé à Narsarsuaq, au sud du Groenland, là. Et là, on a commencé à avoir des flocons, tout était blanc, au-dessus, en dessous, et on ne savait pas reconnaître les champs de neige du reste. Donc, on vivait avec un altimètre. Et puis, on a trouvé la pie de Narsarsuaq qui est au fond d'un fjord, là, qui paraissait grande comme ça, parce qu'on était à 3500 mètres au-dessus des plateaux enneigés. C'est haut, le Groenland. Hein. Ça ressemble un peu aux Pyrénées, mais très enneigé. Alors, on était à moitié du chemin. On y a vu un petit gardant là, qui était là, 2 gars, ils étaient en panne de dynamo. Robadinou en blue jean, et très modestement, ils avaient fait la même chose avec un seul moteur. Et puis il a dit, pour nous, la course est finie, puisqu'il fallait faire ça dans la semaine, hein, l'aller-retour. C'était quand même un peu... La course est finie, puisqu'on est en panne, et que quand on sera dépanné, on reviendra. Il faut savoir aussi que quand on est au milieu du Groenland, l'essence qu'on paye, qu'on payait 3 francs, elle valait 14 francs. Oui, parce qu'il faut la faire venir. C'est des petites choses qu'il faut savoir. Et puis on a continué comme ça, par étapes. On a fait Goose Bay, sous la pluie, en IFR. Je voyais les sapins, c'est pas moi qui pilotais à ce moment-là. Je voyais les sapins qui défilaient sur le côté, mais on était sur l'ILS et on s'est posé sur ce terrain. Et puis on s'est fait New York, on était bien content d'arriver. Alors on avait toujours dit que c'était un peu une épreuve malgré tout. On avait toujours dit que quand on arrivait là, on se payerait un T-bone steak. C'était le leitmotiv pour arriver à New York. Et puis à New York, on n'a jamais mangé de T-bone steak. On a eu besoin de dormir, on a eu besoin de vérifier l'avion, etc., etc. Et puis le retour, eh bien, c'était devenu un peu de routine quand même malgré tout. C'est long, hein, rester 8-9 heures dans l'avion, à chaque fois qu'on changeait de place l'un pour l'autre, puisque c'était un monoplace, on trimait l'avion en piqué. Hein, le pilote sortait de l'avion, allait à la place arrière, et celui qui était à la place arrière rattrapait les commandes, mais l'avion avait le temps de remonter un peu, ce qui faisait qu'on faisait... on faisait une petite montagne russe, mais pas très importante, et on se relayait comme ça, tous les 3 heures à peu près, ou 4 heures, en fonction un peu des difficultés rencontrées sur la route. Là-dessus, on est revenu. À Goose Bay, on est tombé en panne de magnéto, donc là, c'était moi le commandant de bord, hein, parce qu'au sol, on ne discutait plus de la même façon. C'était moi le chef, donc j'ai tombé la magnéto. Puis je me suis aperçu qu'il y a un petit linguet d'une magnéto qui s'était usé. Donc j'étais dans mes canaux du coin, je parle 3 mots d'anglais, et à peine, peut-être 2 seulement. Et le gars, je lui montre que cette pièce-là, alors il n'était pas question de trouver à Goose Bay un bout de fibre, un petit morceau de magnéto sur le terrain. Mais le gars, il me regarde, et puis il tire un tiroir, il me balance une poulie sur l'établi, et puis il continue à faire ce que ces gens dans le Grand Nord, c'est quand même des gens qui ont l'habitude de démerder tout seuls. On ne peut pas être con dans ces pays-là. Il faut qu'on soit très démerde. Et la DGAC, les bureaux Veritas ou tous les experts qui viennent donner les coups de tampon, je pense qu'ils doivent avoir des pommes de terre pour se faire les tampons eux-mêmes et pas aller chercher personne d'autre. Donc, ils me donnent une poulie, évidemment. J'étais dans mon milieu parce que me dépanner et faire du système D, donc j'ai découpé dans une poulie en céleron le petit morceau de fibre donc j'avais besoin d'isolant. J'ai remonté ça dans ma magnéto. Il est toujours sur cette magnéto et ça a tenu. On a fait un retour sans problème jusqu'à Reykjavik. Et à Reykjavik, on nous a dit vous allez rencontrer du vent de face. Mais très vite, il va passer en composante arrière, et on est parti dans ces conditions-là, et sous la pluie. Et puis, au bout de 2 heures de vol, pour une vitesse de 100 nœuds de l'avion, on avait une vitesse de 40 nœuds sol. Et la plus chose, la plus tragique qui peut être, c'est le pouvoir de décision, de dire est-ce qu'on refait demi-tour,
ou est-ce qu'on continue? Parce que la météo était précise, on devait rencontrer du vent de face. Ce qui fait qu'à un moment donné, mon commandant de bord, Pierre Dague, dit eh ben, écoute, Jean, si tu veux, on descend au ras de la mer, on va voir si on peut voler un peu plus vite. Et effectivement, on descend au ras de la mer, on a rattrapé une vitesse de 55, 60 nœuds, et puis tout doucement, dans un grand moment d'inquiétude quand même, on a retrouvé pratiquement nos 100 nœuds, et voire nos 110 nœuds pour entrer. Mais on est arrivé de nuit à Southampton où on n'avait pas tout à fait 1 heure de carburant en rab. Et c'était une épreuve très très rude parce que c'est sombre, il y a des trous immenses dans la mer, ça sent l'écume au ras de la flotte, et ça a été une grande épreuve quand même dans ce dernier vol au-dessus de l'océan. On a appris d'ailleurs entre-temps qu'il y avait un gars qui avait disparu parce qu'il a dû avoir une panne électrique ou un feu électrique à bord. Nous, on est rentrés au Bourget dans de très bonnes conditions. On était contents. Et mon camarade Pierre Dague m'est tombé dans les bras. Il me dit, mais on a passé 8 jours ensemble, on ne s'est pas engueulé une seule fois.